Alors ton épaule, comment ça va? Ça va mieux depuis quelques jours. Je pense que ça reviendra complètement. Bon, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis trop chaud pour cet après-midi. Ça va être trop bien. Yo yo yo! Qu'est-ce qu'il dit le dégourdi? Bah, il dit que ça va bien et toi? Depuis quand t'es dégourdi toi? Je parlais à Larry? Eh Ça va pour moi, merci Bernard. Et toi? Oh bah comme un cafard dans la merde. Y'a pas Cara? Non, on a discuté un peu. Car arrive plus tard. Oh! Ouais, est-ce que je te ramène? Tiens. Ah, des crèmes oignons. Merci. Bah ouais, j'ai bien que t'as que des au vinaigre par ici. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. De ouf. Ah ouais, ça c'est hyper important. En 2031, vous avez intégré que le futur allait douiller sévère niveau bouffe. Enfin, encore plus qu'en 2031 quoi. Du coup, il y a eu un vaste programme de modification génétique des cafards, dans le but d'avoir une grande variété de goûts d'une espèce résistante au changement climatique. Bon, c'est un peu un bisou magique sur une hémorragie de la carotide, mais c'est quand même sympa. Ouais. Alors, t'es chaud pour l'expédition d'aujourd'hui? Ouais. Il est vraiment très motivé. La dernière expédition lui a beaucoup plu. Ah ouais? Mais pourtant, on a rien trouvé. Il faisait une chaleur infernale. Qu'est-ce qui t'a plu? Tu rigoles? Déjà, la descente en tôle des dunes, c'était ouf. Ensuite, Cara qui a trouvé des plants de cacahuètes sauvages. Avec ça, on a quand même avancé le projet apéro. Ah ça? Ah, et quand t'as mis ta main là où il fallait pas, et qu'avec Cara, on a dit « Attention Bernard, mets pas ta main dans le nid à cafard !» Ouais, ça vous a plu, hein? En tout cas, vous entendez bien avec Cara. Ouais, on ferait un beau couple. Non mais n'importe quoi, mais pourquoi vous dites ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous pensez que j'ai une chance? Larry? Elle est venue 27 fois au cours des 2 derniers mois, dont 3 fois pour t'apporter des lacets. Tu n'as même pas de chaussures à lacets. Et elle est la seule à encore tolérer tes numéros de jonglage intempestifs. Ouais, gros, ça faut que t'arrêtes. Et puis, tu sais, je m'y connais en ces choses-là. Alors crois-moi, t'as tes chances. Faut que tu tentes un truc. Mais j'ai aucune expérience, je sais pas quoi faire. Ah, t'as essayé De lui parler? Mais non, mais c'est pas parler le problème, c'est plutôt que... Enfin... Bon, écoute, j'ai des pignasses. Salut Cara. Salut Larry. Allez, c'est parti. Ciao Larry. À toutes, faites attention à vous, mettez de la crème solaire. Et évitez les nids à cafards. Non, je dois vraiment y aller. Oh, c'est dommage. Bon, allez, amusez-vous bien. Ciao. Salut Larry. Ouais. Je t'ai ramené des lacets. Oh merci. Mais j'ai toujours pas de chaussures à lacets. Ah. Du coup, tu vas faire une vidéo aujourd'hui, c'est ça? Ouais, ça te va toujours de participer? Bah ouais. Trop cool, je voulais parler d'alimentation, de production locale, ce genre de choses. C'est top, y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais, du coup j'ai essayé de restreindre un peu pour être plus efficace. Tiens, regarde le script et t'interviens quand tu veux. Oula. Faudra que je t'apprenne à recycler du papier parce que là, c'est illisible. C'est vrai que t'es pas très dégourdi, toi, des fois. Mais c'est pas vrai, Larry, dis-lui. Ah oui, ça c'est sûr que tu l'es pas. Oh, c'est quoi le délire? C'est le festival de l'irrespect ou quoi? Allez Larry, jingle. L'alimentation est un vaste sujet. Biodiversité, enjeux économiques et sociaux, déforestation, partage de l'eau. Mais l'un des enjeux les plus évidents est de réduire l'empreinte carbone liée à l'alimentation. L'empreinte carbone, c'est la somme de vos émissions de différents gaz à effet de serre, et la valeur finale est donnée en équivalent CO2. Pour un habitant de la métropole, à votre époque, on calcule en moyenne une empreinte carbone de 12,25 tonnes équivalent CO2 par an. Là-dedans, la nourriture représente 2,6 tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 20% de votre empreinte carbone. Sachant que le budget carbone pour viser la neutralité, c'est-à-dire émettre autant de gaz à effet de serre que l'environnement peut en absorber, est de 2 tonnes équivalent CO2 par an. D'où la nécessité de réduire les émissions liées à l'agriculture. Cette réduction s'inscrit dans une logique de rendre votre alimentation durable, c'est-à-dire avoir un modèle viable économiquement, qui a un impact positif sur la société et un impact positif ou neutre sur l'environnement. Actuellement, votre alimentation, c'est ça. Atteindre une alimentation durable, ça va passer par des changements sur la proportion des aliments, les portions et le type d'agriculture. Un des leviers qui a beaucoup d'impact et qui est facilement actionnable, c'est de diminuer la part de viande. En effet, elle est trop importante par rapport
aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'elle pose des problèmes sanitaires, aux recommandations du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, parce qu'elle est fortement émettrice de gaz à effet de serre, et aux recommandations de l'IPBES, le groupe intergouvernemental d'experts de la biodiversité. parce qu'elle demande beaucoup plus de terrain pour nourrir les bêtes, et participe donc à la déforestation et à la diminution de la biodiversité, et donc aux pandémies. Un second levier est de relocaliser la production agricole, pour ne pas dépendre des importations. À votre époque, sur le Grand Lyon, moins de 5% des produits agricoles consommés sont issus directement du territoire lyonnais. C'est peu. Cette dépendance à l'importation pose plusieurs problèmes. Premièrement, elle est émettrice de gaz à effet de serre, même si le transport n'est qu'une part minime des émissions d'un produit. C'est vrai, mais cette part est déjà trop importante par rapport à l'objectif de neutralité carbone. Deuxièmement, il est plus difficile d'imposer des normes sociales et environnementales fortes chez les autres que chez soi. Et troisièmement, elle pose un problème de résilience. Dans un monde où les ressources sont plus rares, c'est-à-dire avec moins de pétrole et des rendements agricoles plus faibles, dépendre des importations augmente les risques de conflits et de pénuries. Mais ces trois problèmes ne sont pas des fatalités. À votre époque, la production dans un périmètre de seulement 50 km autour de Lyon pourrait couvrir jusqu'à 93% de la consommation alimentaire du territoire. Mais pour atteindre ce pourcentage, il est indispensable de réduire le gaspillage. Donner des chiffres locaux n'est pas pertinent, puisque le gaspillage a lieu du producteur jusqu'au consommateur, et que votre production n'est pas locale. Mais mondialement, à votre époque, c'est un tiers de la production alimentaire qui serait gaspillée. En France, c'est 10 millions de tonnes de nourriture par an. Avec autant de gaspillage, une autonomie alimentaire sur le territoire est impossible. 10 millions de tonnes par an. Alors même que 20% des Françaises et Français déclarent avoir du mal à constituer 3 repas sains par jour. Et que 15% de vos contemporains grands lyonnais ne mangent pas à leur faim. Et ça, c'est avec un climat favorable à l'agriculture. Et du pétrole facilement accessible pour faire tourner les machines. Et une industrie chimique qui produit engrais et pesticides. Donc avec une agriculture intensive qui produit certes massivement, mais qui est fragile. Fragile notamment face aux canicules. Par exemple, celle de 2003 a fortement impacté toutes les productions agricoles. Que ce soit celle de céréales, celle de fruits et légumes, ou celle de viande. Ah oui, les espèces animales et végétales que vous consommez ne sont pas du tout adaptées au changement climatique. Les ruminants étaient particulièrement touchés, puisqu'en plus de mourir de la chaleur pendant l'été, les prairies n'ont pas suffisamment poussé pour les nourrir. Ce qui a obligé les agriculteurs à taper dans leur stock pour l'hiver. Alors les baisses de rendement, ça passe quand les canicules sont éloignées, mais vu que les canicules comme celle de 2003 vont être de plus en plus fréquentes, jusqu'à arriver en moyenne un été sur deux sur la période 2071-2100, autant vous dire qu'il y en a qui auront la dalle. J'ai rien trouvé dans tes notes sur le sujet du pic phosphore. C'est quand même hyper important pour le sujet. Au-delà des tensions géopolitiques, ça a surtout eu un impact énorme sur l'alimentation. Ouais, j'ai décidé de pas en parler parce que j'étais à une échelle beaucoup plus locale. Et en plus, j'ai que les bases, mais si toi tu te sens d'y aller, vas-y. Pas de problème. Larry, tu te sens d'improviser? YOLO. Bon. Pour bien comprendre le problème, il faut d'abord poser les bases. Le phosphore est un élément chimique indispensable aux plantes. Puisque c'est un élément chimique, cela veut dire qu'il ne peut pas être remplacé comme on remplace de l'essence par de l'éthanol. Pour l'agriculture, le phosphore est rajouté en amont. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était en utilisant du lisier. De la merde d'animaux de ferme. Ou du guano. De la merde d'oiseaux, quoi. Ou des excréments humains. Puis, l'utilisation des roches phosphatées a explosé, ce qui a permis une forte augmentation de la production agricole. Et à votre époque, l'agriculture intensive repose encore lourdement sur l'exploitation de ces roches. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas renouvelables. À votre époque, les experts avaient estimé que la production mondiale allait baisser à la fin du siècle, et ça n'a pas raté. En 2075, le pic phosphore a eu lieu. Et c'est le même bail que vous allez avoir avec le pic pétrolier d'ailleurs. Mais les tensions géopolitiques sont apparues bien avant ce pic phosphore. En effet, la grande majorité des roches phosphatées se trouve au Maroc, presque 80% des réserves à votre époque. Et quand une ressource se raréfie, mais qu'elle reste importante à un endroit précis, vous savez ce que font les grandes puissances? Je sais pas, elles laissent le pays producteur s'organiser. Ah non, la guerre. Elles lui font la guerre. Mais en plus des tensions pour le contrôle des ressources, la diminution du phosphore disponible a entraîné une disparition du modèle de l'agriculture intensive. Les États ont donc dû improviser, comme ils ont pu, un changement de modèle en temps de crise. Comme d'hab, improviser parce que face aux centaines de rapports et au consensus scientifique qui annonçait une crise, mais qui proposaient des solutions en désaccord avec leur idéologie, ils ont fait la technique de l'autruche, jusqu'à ce que la crise s'installe. Mais ça, vous le savez déjà, vous le vivez. Vous allez devoir changer de modèle de production agricole, parce que de toute façon, vous allez en changer. Donc autant vous y prendre en amont pour adoucir la transition. Et on en parlait plus tôt, pour contrôler la production, produire localement est un levier intéressant. Bref, vous devez développer une agriculture plus durable. Et dans ce but, j'ai quelques pistes de réflexion à vous proposer.
Tout d'abord, je sais que j'ai déjà dit, tous les experts vous l'ont déjà dit, mais mangez moins de viande. Vous pouvez aussi favoriser la production locale en utilisant une monnaie locale. D'ailleurs, à votre époque, vous en avez déjà une sur le territoire du Grand Lyon, la gonette. L'utilisation d'une monnaie locale plutôt que de l'euro permet que l'argent reste sur le territoire et favorise le développement de réseaux de producteurs, distributeurs, consommateurs locaux. Mais ça permet aussi de contourner les géants de l'agrobusiness, de renforcer l'économie réelle et locale, et de favoriser les entreprises respectueuses de l'environnement et socialement responsables. La monnaie locale est notamment centrale dans la stratégie du mouvement des villes en transition. Par exemple à Liège, où le collectif Ceinture Alimentaire a participé à relancer la production dans le territoire et à créer différents circuits courts. Et du coup, tu vas la finir comment cette vidéo ? Bah, d'habitude j'aime bien leur rappeler comment changer le système, rien de bien fou quoi. Tu veux t'en charger ? Ouais, pourquoi pas. Comme pour tout changement, pour aller plus loin et être plus efficace, il faut passer par le levier politique. C'est indispensable de mettre en place un rapport de force pour mettre la pression aux politiques. Pour ça, il faut aller en manif, discuter avec les autres, se politiser et renverser un système tellement enraciné dans notre imaginaire qu'on ose penser hors du cadre qu'il nous impose. Un système qui nous empêche d'inventer une société durable. Comme ça ? Ouais, c'était top, c'est parfait. C'était vraiment trop cool d'avoir ton angle sur le sujet. Ça te dirait de refaire ça ? Ouais, grave. Puis comme ça, on pourrait passer un peu plus de temps tous les deux. J'avoue que l'idée de passer du temps avec toi me plaît bien. Ouais, cool, enfin je veux dire, moi aussi. Et bah, c'est pas trop tôt. Ta fausse vie dans un clip, tu pompes trop ta cage thoracique. Je vais faire un son de 8 minutes et qu'elle me dit c'était trop rapide. Derrière c'est le 10 sur la moto, je sais que je vais perdre du poids au loto. Je me rappelle quand c'était la tête, je devais rembourser le poteau. Dans Turfis on bête comme Fry, 5 c'est dead mais faut qu'on traille. Je suis dans la merde tous les jours mais je vais pas le sortir pour un price. Je me sens comme Fedor pendant le Pride. Donne-moi le micro, je dis des dingueries pendant le Pride. Veux du jeu casser la base, je te déteste c'est ma carapace. Je vais faire du